Voilà, juste 25 ans, j'ai pu acheter un bout de terrain en empruntant une somme de 1500 marks. Et j'ai bâti cette usine de goudron et de teinture. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 70 chimistes, environ 3000 ouvriers, et nous avons un capital qui frôle les 10 millions de marks. Vendredi à 20h30 sur FR3, Les Liens du sang. La série la plus prestigieuse et la plus chère jamais coproduite par les télévisions européennes. Grandeur et passion d'une famille allemande au destin lié à l'histoire de ce siècle. Aussi lèverai-je mon verre à votre santé, père. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai détesté. Les Liens du sang. Saga d'une dynastie industrielle. Une guerre qui se serait achevée depuis longtemps déjà, si des fous comme moi ne s'en étaient pas mêlés. Avec Burt Lancaster, Julie Christie, Bruno Ganz, Cyrielle Claire. Les Liens du sang, une somptueuse fresque en 10 épisodes, tous les vendredis à 20h30 sur FR3. Ces vacances Cruiser chez Selectour. Réservez les taux et sans risque. Tout le réseau Selectour s'engage sur le serment Hippocampe. Avec le chèque annulation, rien à payer si vous deviez annuler. Vous voulez bouger, on se bouge. Une belle cuisine comme ça, je pourrais m'en payer une quand les poules auront des dents. Mon Dieu, j'achète. Un nouveau canapé. Avec la carte Boum Boum, achetez-le en crédit total. Carte Boum Boum, partout en France. Hey Minidou, prêt pour l'atterrissage en douceur? Dou, 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 quelle douceur, ah, quel moelleux. Dites-moi les Minidou, comment faites-vous pour que le linge soit si moelleux? Regarde, c'est simple. Les fibres se démêlent, respirent, se gonflent et deviennent très très douces. C'est frais et ça sent bon. C'est plus que doux. Moelleux, moelleux. Moelleux comme les petits nids d'oiseaux. Mini-doux fraîcheur lavande et nouveau mini-doux fraîcheur d'azur, petit par la taille, grand par la douceur. Renault 21. 200 km/h sur circuit, 120 chevaux, grands espaces intérieurs. C'est ça, la liberté. Renault 21, votre liberté. C'est un secret que pour l'instant, je suis seul au monde à connaître. Après tout, un pull, cela n'est jamais qu'un peu de fil et beaucoup d'art. Fil d'art, juste un peu de fil, et vous? En cas de vol de votre télé, si elle est achetée avec la carte Boum Boum, elle vous sera intégralement remboursée. Carte Boum Boum partout en France. C'est drôle. Il ne me connaît pas depuis un quart d'heure, et j'ai pourtant l'impression qu'il me connaît déjà bien. Il a tout de suite vu qui j'étais, ce que je voulais. Il m'apporte ce que je cherchais. Il a compris mes désirs. Chris, tu m'ouvres les yeux. Bulle présente Bulle Micral, la micro-informatique éprise de liberté. Bulle Micral, un élément clé pour la réussite de votre entreprise. Bulle, la grande micro. Les 3e championnats de France d'orthographe. C'est une compétition amusante et utile
organisé par LIR, Antenne 2, FR3 et le Crédit Agricole. Vous pouvez tous participer, juniors, moins de 20 ans, seniors amateurs, seniors professionnels. Antenne 2 organisera la finale à Paris et avec la collaboration du Crédit Agricole, c'est FR3 qui sera chargé des demi-finales dans chacune de ses stations régionales. Mais avant de faire les dictées, il vous faut remplir, bien sûr, les tests qualificatifs. Vous pouvez vous procurer ces tests dans les numéros de mars et d'avril du magazine LIR. Jacqueline Alexandre, soir 3. Matignon, après les syndicats, le CNPF reçu aujourd'hui par Jacques Chirac. C'est l'heure du bilan pour le dialogue social. Euromissile, dans ce journal, le premier commentaire de Charles Hernu, l'ancien ministre socialiste de la Défense. États-Unis, Reagan fait son mea culpa et espère un nouveau départ. Niagara, c'est ce groupe français qui commence ce soir un concert. Bonsoir. À partir de demain, cette affiche sera placardée dans tous les lieux publics. Des photos d'identité judiciaire. Ce sont des portraits récents des 4 membres d'Action Directe arrêtés il y a 10 jours. Grâce à ces photos, la police compte sur de nouveaux témoignages qui lui permettraient de trouver la piste de nouveaux complices et d'autres caches, peut-être. Sur le plan judiciaire, l'affaire a pris un nouveau tournant aujourd'hui avec l'inculpation des 2 femmes pour l'assassinat de Georges Besse, Anne Rongère. Les pièges des photos d'identité judiciaire. Voici Ménigon et Rouillant en 82. À cette époque, Nathalie Ménigon avait les cheveux courts et le visage mince. Aujourd'hui, elle porte une queue de cheval et a pris 10 kilos. Voici maintenant Rouillant en 82 et le même sur la nouvelle affiche, nettement plus empâté, avec une barbe. Avec cet avis de recherche réactualisé, les enquêteurs espèrent trouver d'autres caches et d'autres complices. Mais pour l'instant, la pièce maîtresse du dossier reste l'assassinat de Georges Besse. Après plusieurs confrontations, 3 témoins sont formels. C'est Joël Aubron qui a tiré 3 coups de feu sur le PDG de Renault, Nathalie Ménigon faisait le guet. Quant à Rouillant et Cipriani, ils sont inculpés de complicité. Car c'est dans la ferme où ils vivaient tous les 4 qu'ont été retrouvées des pièces à conviction déterminantes, des morceaux de la serviette que le PDG de Renault avait à la main au moment de son assassinat. Cette planque était d'ailleurs une véritable caverne d'Ali Baba. Les enquêteurs y auraient également trouvé l'original de la revendication du meurtre de l'industriel Karl B. Kurz. Une découverte qui intéresse beaucoup les enquêteurs ouest-allemands. Peu à peu, le puzzle se complète. Les projecteurs sont maintenant braqués sur les ramifications européennes d'Action Directe. On me signale que vous n'avez pas vu la photo des 4 personnes arrêtées du groupe Action Directe. Vous les verrez partout demain, partout en France. Et regardez-les bien, c'est extrêmement important. La police française vient de découvrir une cache d'armes à Paris. La cave d'un immeuble luxueux du 16e arrondissement contenait 16 kilos d'explosifs et plusieurs armes. C'est la 4e découverte de ce type en moins de 6 mois. Fin des entretiens entre les partenaires sociaux et le Premier ministre. Jacques Chirac a fait le bilan de 10 jours d'entretien et a longuement insisté sur les conséquences du plan anti-chômage décidé avec les organisations syndicales et patronales. 5 ans de politique qui a détruit notre tissu économique et industriel font qu'il y a beaucoup de chômeurs. Alors un certain nombre de mesures qui relèvent, c'est vrai, vous avez raison de le dire, du traitement social. Mais on ne peut pas laisser ces gens sur le sable, il faut bien les aider. Je voudrais ajouter, juste pour terminer, que lorsque mon gouvernement a été formé, 1 travailleur licencié sur 3 seulement bénéficiait d'un plan social. Au lendemain de toutes les concertations que nous avons faites, et dès que la loi qui va être présentée par le gouvernement au Parlement dans quelques semaines va être votée, d'ailleurs c'est une question de semaines, tous les travailleurs licenciés auront droit à un plan social. C'est une révolution sociale. Après-midi, François Périgaud et une délégation du CNPF clôturaient les entretiens de Matignon. Lors de Breuil, vous étiez à Matignon, alors que s'est-il passé?
Eh bien, la rencontre a été qualifiée de cordiale et fructueuse. Elle a duré 2h30. À sa sortie, François Périgaud a annoncé que le CNPF était d'accord pour engager une négociation nationale sur la formation professionnelle. Le CNPF s'est également déclaré favorable à l'ensemble du dispositif anti-chômage, à condition que le plan jeune soit maintenu. Tout de suite, nous écoutons le président du CNPF. Nous avons donné notre accord pour intensifier le dialogue social sur les problèmes les plus importants pour notre pays. Au-delà des difficultés quotidiennes, nous nous fixons comme objectif la compétitivité de nos entreprises sur le marché unique européen de 1992, condition essentielle du rétablissement de l'emploi. Ça y est, maintenant, l'ensemble des consultations est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, je crois que d'abord, il faut remettre en perspective ces rencontres. Il s'agit d'une initiative prise par le Premier ministre fin janvier et destinée à relancer le dialogue social alors que la France sortait d'une période de conflit et de grève. Très vite, ce qui est apparu comme des rencontres formelles est en fait devenu des discussions de fond, voire des négociations. Chaque entretien était long, 3 heures en moyenne, et chaque organisation, à l'exception de la CGT, a pu annoncer une mesure dans un domaine qui lui tient à cœur. Force ouvrière, les États généraux de la sécurité sociale, la CFDT, des mesures pour les chômeurs de longue durée, la CFTC, un futur statut pour les mères de famille, etc. Mais ce qui pourrait apparaître comme une série de mesures ponctuelles peut être interprété au contraire comme un changement d'attitude du gouvernement. Ce qui s'est passé à Matignon montre le souci de Jacques Chirac, d'une part, de faire des syndicats à nouveau des interlocuteurs privilégiés et d'autre part, d'obtenir un consensus sur le traitement social du chômage. Bon, mais si on peut se poser une autre question, est-ce que ces entretiens vont avoir une suite maintenant? Eh bien, le Premier ministre a déjà annoncé des prolongements à ce dialogue. Des rendez-vous sont pris pour les mois à venir. Mais il y a un butoir, le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. Si le texte était voté tel quel par le Parlement, il pourrait venir troubler le dialogue fortement engagé jusqu'à maintenant. Le Centre d'études des revenus et des coûts, le CERC, a publié un rapport sur ce que l'on appelle les compléments de salaire, primes, avantages en nature, protections sociales diverses, type mutuelle, dont bénéficient certains salariés français. Ce rapport souligne les énormes disparités d'une branche à l'autre. Il apparaît dans ce rapport qu'il vaut mieux travailler dans la banque que dans le textile. C'est Marie-Claire Thiers qui nous en parle. En 10 ans, la part des primes annuelles, 13e mois, primes de vacances, etc., est passée de 6,3 à 8% du salaire brut moyen par an. Si ces compléments de salaire se sont fortement accrus, leur répartition est toutefois inégale selon les branches. 4% dans l'industrie textile au lieu de 18% dans les banques. Ces primes sont relativement plus importantes pour les cadres, 8,5%, que pour les employés, un peu plus de 7%, et 5,5% pour les ouvriers. Ces avantages sont plus élevés dans les grandes entreprises de plus de 1000 salariés, soit 12% du salaire, au lieu de 5% dans les petits établissements. Pas d'égalité non plus en ce qui concerne l'arrêt maladie. 23% des ouvriers, 44% des employés et 79% des cadres touchent l'intégralité de leur salaire en cas d'arrêt maladie. Ces avantages maison utilisés par les employeurs pour fixer leur personnel renforcent donc les disparités sociales. L'industrie textile est l'une des industries qui a été le plus touchée par la crise. C'est sans doute aussi dans ce secteur qu'on a le moins investi pour affronter l'avenir. Cela dit, il y a des exemples qui prouvent qu'on pouvait relever le défi. Témoin, Michel Thierry, cet industriel de l'Ariège, dont on s'arrache aujourd'hui les actions à la Bourse de Lyon, Henri Loret. La première règle de cet ancien joueur de rugby est de ne jamais baisser les bras. Dans les années 70, la crise textile pointe à l'horizon du sud-est asiatique. Les produits made in Taïwan, Hong Kong ou Singapour déferlent chez nous. Nos vieilles usines, faute d'investissement, mettent la clé sous la porte. Michel Thierry, lui, va à contre-courant. Il conforte l'assise industrielle de son entreprise, convaincu qu'il est qu'on ne peut pas, comme cela, jeter aux oubliettes une culture textile fondée sur des siècles d'artisanat et d'industrie à la française. Le textile, ce n'est pas une industrie du passé, c'est une industrie d'avenir. Si on s'adapte, si on suit les marchés,
si on suit les progrès technologiques qui sont considérables, car on pense souvent aux industries d'avenir, aux industries de pointe, mais dans le textile, dans les industries traditionnelles, tous ces progrès technologiques sont pour nous, sont avec nous. Aussi, j'ai vécu moi-même cette aventure du textile et j'ai joué il y a 15 ans la carte de la diversification. Pourquoi? Parce que dans ce secteur de l'époque où nous travaillons uniquement avec l'habillement, nous avons tout de suite compris que le côté cyclique, le côté changeant de la mode faisait qu'on ne pouvait pas être de grands industriels. Nous l'avons compris et nous avons dit, à l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, il faut absolument que notre entreprise travaille à plus de la moitié de son temps pour des tissus à caractère de longue durée, des tissus industriels hors habillement. Pari tenu dans l'automobile où Michel Thierry a eu l'idée en 1978 d'habiller de tweed les sièges de la 505 Peugeot. D'autres constructeurs français, allemands et américains ont suivi cette tendance de la mode, si bien que 2 tiers de son activité sont désormais le fait d'un secteur tissu et revêtement industriel qui cohabite avec celui de l'habillement. En 5 ans, Michel Thierry a multiplié par 3 son chiffre d'affaires et c'est en entrepreneur qu'aujourd'hui, il vient glaner à la Bourse de Lyon les moyens financiers d'un nouveau bond en avant. J'ai décidé d'ouvrir mon capital et d'introduire ma société au 2e marché de la Bourse de Lyon, non pas pour une affaire patrimoniale, mais parce que nous voulions pouvoir faire appel au marché et assurer ainsi le financement de ces investissements très importants qui sont absolument indispensables dans notre industrie. Aujourd'hui, nous allons continuer cette diversification afin de rester leader dans ce marché très solide, très important de l'automobile. Après la proposition soviétique de négocier séparément le retrait des missiles de moyenne portée en Europe, après la proposition d'un plan américain soumis à Genève, le débat sur la défense rebondit et bouscule les clivages politiques traditionnels en France. Charles Hernu, ancien ministre socialiste de la Défense, était en duplex de Lyon avec nous cet après-midi, en fin d'après-midi. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Comment avez-vous réagi au projet soviétique d'élimination totale des euromissiles? J'ai réagi sans surprise, je m'y attendais. Il y avait déjà eu des propositions de ce genre en 1979. Je crois qu'il y a dans ces propositions un intérêt réel, mais il faut faire aussi la part de la propagande politique. Donc je réagis comme quelqu'un qui enregistre avec intérêt, mais qui veille à ne pas être naïf. Monsieur Charles Hernu, je relève que vous avez employé 2 mots. Intérêt, c'était l'expression du président de la République. Sans surprise, c'était l'expression de monsieur Jean-Bernard Raymond, ministre des Affaires étrangères. Alors, vous êtes un peu le compromis entre ces 2 positions? Oh, vous savez, moi, je ne me prononce pas par rapport aux positions des uns ou des autres. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République, François Mitterrand, a déclaré au début du septennat que la paix naissait de l'équilibre des forces et la guerre pouvait naître du déséquilibre. Si cette proposition soviétique doit être examinée par les grands, il faut que le contrôle soit équilibré, il faut qu'il y ait simultanéité. Et je dois dire que, surtout pour moi, avec les positions que j'ai toujours défendues, ces propositions soviétiques ne concernent absolument pas les forces nucléaires françaises. Nous devons rester en dehors. Je pense que c'est aux plus armés de donner l'exemple du désarmement. Ce n'est pas à la France. Nous ne sommes pas concernés directement en tant que Français. Vous avez été ministre de la Défense. Vous ne partagez donc pas l'avis de M. Giraud, selon lequel cette proposition n'est qu'un bluff, parce que l'Union soviétique garde tous les moyens de vitrifier l'Europe. On saura un jour si c'est un bluff, parce que si M. Gorbatchev doit aller au bout de toutes les propositions qu'il fait, alors il faut s'attendre à de grands bouleversements en Union soviétique. Donc il faut se poser la question de savoir s'il en a la volonté et s'il en aura les moyens. Vous ne partagez pas l'avis de M. Kiles, qui a été votre successeur, selon lequel cette proposition soviétique est un trompe-l'œil. Que pensez-vous de cette déclaration? C'est pas une déclaration en trompe-l'œil, parce que il faut aller au bout des propositions et voir si M. Gorbatchev a la volonté et les moyens de cette volonté. Ce que je ne voudrais pas, moi en tout cas, c'est que les propositions soviétiques lézardent ce qu'est le pilier essentiel de la sécurité de l'Europe,
c'est-à-dire le pilier franco-allemand. Et là-dessus, il est indispensable, à mon avis, que les Français et les Allemands en discutent. C'est très important. Si je comprends bien, pour résumer votre position, c'est attitude positive et réservée. Positive dans l'intérêt, réservée parce que je ne suis pas sûr que M. Gorbatchev puisse aller au bout de ses propositions, et qu'en tout cas, ce débat-là entre les deux grands ne nous concerne pas, nous, pour nos forces nucléaires françaises. Faisons très attention de les maintenir en dehors. Je dirais même plus, ce n'est pas à eux de définir ce qu'est l'arme intermédiaire nucléaire française. C'est notre affaire, et là-dessus,